Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver parce que j'ai la grande chance de pouvoir faire l'interview d'un invité de marque qui s'appelle Sébastien, marketeur français. Pour ceux qui le connaissent pas, Sébastien est un infopreneur, c'est-à-dire c'est un entrepreneur qui gagne sa vie en vendant des formations et de l'information sur Internet depuis très longtemps, au moins 2006 il me semble. En l'occurrence, Sébastien est aujourd'hui parmi nous parce que il a une audience très importante, il a un poids énorme auprès de sa communauté et surtout, Sébastien est un auteur de livres, pas n'importe quel livre, un livre qui s'appelle Promotion Entrepreneur Libre, dans lequel il a utilisé le pouvoir des histoires. Merci Sébastien. Il a utilisé le pouvoir des histoires et il va nous expliquer, un, comment il a utilisé les histoires dans la création de ce livre et surtout, deux, comment il en fait la promotion de la façon dont je vais vous l'enseigner, c'est-à-dire en tant qu'auteur libre, qui effectivement n'est pas du tout le type de promotion que font les éditeurs conventionnels et qui donne des résultats incroyables. Par exemple, sur son premier livre, il a réussi à en vendre 20 000 exemplaires sur la première année ou les 2 premières années, c'est ça Sébastien? 10 000 exemplaires la première année et on a touché les 15 000 à la fin de la deuxième année. Maintenant, on approche de 20 000 exemplaires sur le secret des entrepreneurs libres. Voilà, donc son premier livre, Le secret des entrepreneurs libres. Et donc là, il récidive avec Profession entrepreneur libre. Et je suis ravie de pouvoir vous faire, faire cette interview assez rapide avec lui pour vous présenter à la fois cette personne qui est exceptionnelle et puis son approche qui est, je pense, parmi le genre d'approche qu'il faut absolument que vous suiviez en tant qu'auteur sur la compréhension du pouvoir des histoires et sur la promotion d'un livre de nos jours sur Internet. Voilà. Bonjour Sébastien. Bonjour Emmanuel. Écoute, je suis ravie de te voir aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais en quelques mots peut-être compléter la présentation, peut-être probablement parcellaire que j'ai faite de toi? Donc, alors déjà merci de m'accueillir sur cette interview. C'est un plaisir et puis surtout c'est un plaisir de pouvoir parler, d'avoir la chance de parler de cette partie de mon métier qui est le métier d'auteur, puisque j'ai écrit plusieurs livres. Je trouve que c'est un super médium pour faire communiquer un message, aussi bien en non-fiction qu'en fiction, et que ça a un impact que les autres modalités n'ont peut-être pas et que je trouve très intéressant. Donc, pour me présenter rapidement en complément, je vais dire, donc merci pour cette gentille introduction. Je suis Sébastien Knight, fondateur du mouvement des entrepreneurs libres. Depuis 2010, on accompagne des chefs d'entreprise ou des personnes qui veulent lancer leur entreprise à la démarrer et la développer, donc en donnant des stratégies de marketing pour développer puis automatiser l'entreprise. Je suis connu, je dirais, pour deux raisons dans ce domaine. La première, c'est que j'ai eu des entreprises avant. J'avais une école de danse latine basée à Nantes que j'ai revendue au bout de quelques années parce que je voulais pouvoir voyager et faire le tour du monde, et une activité novatrice de consulting et coaching pour les célibataires, qui fait que, bon, en France, c'est pour ça que beaucoup de gens me connaissent, puisque jusqu'en 2010, je passais beaucoup à la télévision, radio, dans les journaux par rapport à ça. Et le deuxième facteur qui font que beaucoup de personnes me connaissent, c'est que je ne travaille dans mon entreprise que une journée par semaine, le jeudi, parce que j'ai mis en place en fait une activité qui me permet justement de me livrer à mes passions, et la lecture et l'écriture en font partie. Je lis 1 à 3 livres par semaine et j'écris tout le temps. Donc Profession entrepreneur libre est en fait mon livre le plus récent à être paru, mais en fait j'ai écrit 7 livres. Donc ça, c'est le 7e. J'en ai publié 4. C'est-à-dire que j'ai un livre que j'ai gardé pour quand je serai beaucoup plus vieux et que je n'ai jamais publié. 2 autres livres que j'ai choisis. On va dire, le temps que je finisse ce livre, j'étais passé à autre chose dans ma tête, donc je les ai pas publiés. Mais j'ai donc 4 livres qui sont publiés, qui ont connu un certain succès. D'abord sur le coaching amoureux, puis sur l'entrepreneuriat. Et du coup, c'est pour ça que ça va être intéressant un petit peu de parler de cette vie d'auteur et de comment ce que j'enseigne et que j'applique dans mon monde entrepreneurial s'applique aussi dans la promotion et l'écriture des livres.
Oui, en fait, c'est un changement pratiquement de paradigme. En fait, on passe d'une entreprise conventionnelle à une entreprise dématérialisée et automatisée. Et on passe d'un métier d'auteur qui est dans sa tour d'ivoire, en fait, qui écrit, pardon, excusez-moi, qui écrit et qui finalement confie le bébé à un éditeur, à un auteur qui interagit avec ses lecteurs, qui est dans une vraie relation globale et qui finalement a sa tribu de fans qui le fait vivre à long terme, en fait. J'aimerais bien alors est-ce qu'on parle de ça de suite ou est-ce qu'on parle de la structure des histoires que tu as employées? Peut-être on va commencer par ça, puisque finalement on va commencer à parler de la création de ce livre et de cette structure d'histoire que tu as utilisée en intérieur. Tu peux nous raconter comment c'est arrivé, comment tu as conçu ton livre et pourquoi justement tu as fait ce choix d'utiliser des histoires? En fait, quand j'ai commencé à écrire mon livre, je me suis rendu compte que je voulais transmettre un message. Le message est super simple, il tient en une phrase: devenir votre propre patron est la seule façon d'accéder à la liberté dont vous rêvez. Et je me suis rendu compte que pour donner ce message et créer la transformation chez les lecteurs, il fallait d'un côté que je transmette beaucoup d'informations, c'est de la non-fiction, quelqu'un qui veut se lancer, créer son entreprise, il faut lui expliquer comment on choisit son projet, comment on trouve des financements, il faut lui expliquer tout ça. Mais en même temps, je voulais pas écrire un manuel d'entrepreneuriat de plus. Il y en a plein à la Fnac. Si vous voulez créer son entreprise pour les nuls, il y en a plein. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, mon lecteur, ma lectrice ne va pas forcément dans le rayon économie de la Fnac. Et cette personne-là, en fait, elle lit des romans, elle lit des livres qui racontent une histoire, aussi des livres de développement personnel, comme il y a beaucoup maintenant aujourd'hui des livres qui sont des fables. Ça transmet un message par une histoire. Mais moi, je voulais pas inventer non plus une fable, je voulais raconter à partir d'histoires réelles. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé parcourir donc j'ai plus de 1000 livres dans mes diverses bibliothèques de non-fiction, rien que de non-fiction, et choisi en fait quels étaient mes livres préférés. Ceux que j'avais lus, j'avais dévoré d'un début à la fin. Et je me suis rendu compte, le livre de Jeff Walker sur le lancement orchestré, j'avais adoré parce que chaque fois qu'il expliquait un concept, il racontait l'histoire de quelqu'un qui avait utilisé cette méthode et qui quelquefois partait de plus bas que moi, le lecteur, et qui a quand même réussi. Donc, je trouvais ça intéressant. Le livre de Michael Gladwell, Tipping Point, était très intéressant parce que c'est un auteur, Malcolm Gladwell, qui pose des questions bizarres et qui aime bien laisser le lecteur accroché au bord de son siège le temps qu'on trouve la réponse. C'est un côté investigation et il y a une question bizarre mais intéressante et on cherche ensemble la réponse avec lui. J'aimais bien ça. Les livres de Charles Duhigg, c'est l'auteur de Le pouvoir des habitudes, et un livre, je sais pas s'il est traduit en français, Smarter, Faster, Better, où j'ai trouvé que pour un livre de non-fiction, c'était top. La façon dont on nous immerge dans une histoire, on sait même pas encore exactement, contrairement à d'autres comme le livre de Jeff, on nous dit pas aujourd'hui dans ce chapitre nous allons parler de telle chose et voici un exemple. Dans le livre de Charles Duhigg, on nous plonge dans l'exemple et on nous plonge dans un avion qui est en train de plonger vers le sol avec voilà, il y a plus d'essence, les pilotes sont en train de chercher une solution et en fait tu ne peux pas finir le chapitre. Quand tu finis un chapitre, souvent tes yeux vont voir le début du chapitre suivant. Et tu ne peux pas finir, du coup, juste voir le début du chapitre suivant avec le pilote qui cherche à sauver son avion et ne pas lire le chapitre. Donc, je cherchais à avoir ça aussi. Ok. Et le dernier, c'était le livre de Steven Pressfield qui a écrit La guerre de l'art. Et il a écrit 2 livres, Turning Pro et Nobody wants to read your shit. Donc en français, personne n'a envie de lire vos conneries. Et c'est un auteur qui écrit sur le sujet d'être un auteur, en plus d'avoir écrit des romans. Et ce que j'adore, c'est que dans son livre, il y a très clairement, même si c'est un livre de non-fiction, un ennemi qu'il appelle la résistance, et qui nous apprend comment vaincre cet ennemi. C'est-à-dire que même dans un livre de non-fiction, il y a ce côté enquête. Lutte contre cet ennemi. Et je me suis dit, ok, comment est-ce que je peux arriver à combiner ce que j'aime bien,
dans tous ces livres de non-fiction pour que mes lecteurs arrivent jusqu'au bout et ne pas tomber dans les pièges typiques du livre de non-fiction. Piège typique, piège numéro 1, c'est zéro histoire, que des faits et des chiffres et des graphiques. Pour moi, c'est genre la création d'entreprise pour les nuls, ce genre de livre. Énormément d'infos utiles, mais c'est plat sur un plan émotionnel. Ou alors tu as ceux qui sont le mode investigation, mais ça s'applique pas à moi parce que moi je suis expert sur mon sujet, donc je peux pas raconter une histoire. Je dis je suis allé chercher les solutions, interviewer X experts, ça collait pas par rapport à mon livre. Le mémoire, c'est intéressant. Le côté je raconte mon histoire perso, je l'ai fait dans des livres précédents, c'est intéressant, mais c'est aussi ça manque de dimensions différentes. Donc moi, j'écris mon livre, je raconte mon histoire, d'accord, d'ancien prof de salsa, mais est-ce que Emmanuel, qui ne veut pas lancer un cours de salsa, qui n'est pas un mec, tu vois, est-ce que chaque lecteur va se reconnaître dans l'histoire? Non. Donc, je voulais pas faire que mon histoire. Et le dernier, c'est, je viens de mentionner tout à l'heure que dans les livres comme celui de Jeff Walker, j'ai bien aimé le côté, il donne un conseil, on voit quelqu'un appliquer le conseil, et en même temps, ce qui ne m'allait pas, c'est que des livres comme ça donne l'impression que ce sont des petites briques de couleur. Une brique bleue, là, on va parler de l'étude de marché, on va voir le mec qui fait le truc. Une brique rouge qui parle d'autre chose et on voit quelqu'un d'autre. Et où, en fait, il n'y a pas une histoire qui continue, c'est juste des épisodes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc, j'ai fait une quête. J'ai suivi pas mal de formations, j'ai lu pas mal de livres sur comment on écrit un roman, une série télé, un film. Donc, j'ai suivi des masterclass et formations de Neil Gaiman sur le storytelling, de Dan Brown sur l'écriture de thrillers, de Malcolm Gladwell. J'adore, je pourrais écouter ce mec-là parler pendant des jours. James Patterson, les livres sur Save the Cat, j'ai adoré, sur comment on écrit des films. Et donc, j'en ai lu énormément, j'ai ingéré énormément. Et là, je me suis rendu compte, OK, voilà, j'ai eu le déclic. Si je veux atteindre mon objectif, que les gens à la fois aient la transformation, appliquent les conseils et soient pris par l'histoire, il faut pas que je construise mon livre avec les blocs de couleurs comme on fait un livre de non-fiction traditionnellement, le mode Lego, on va dire, mais il faut que je construise mon livre comme une tresse où ça démarre et on a des personnages. Comme dans mes livres préférés de fiction, c'est les livres de Peter Hamilton, c'est de la science-fiction. On démarre avec 8 ou 9 personnages différents qui sont dans des situations différentes, qui ne se ressemblent pas et qui ne se connaissent pas. Et on les suit au travers de l'histoire et ils rencontrent des situations un peu similaires et ils réagissent complètement différemment. Leurs histoires parfois se touchent jusqu'à aller vers un grand final. Il y a du suspense, tout le monde ne survit pas jusqu'à la fin. Donc je me suis dit, OK, il faut que je raconte des histoires, mais pas que des gens qui ont réussi. Il faut qu'il y en ait un. Donc je raconte la vie de 9 entrepreneurs, plusieurs femmes, une mère célibataire, une femme qui se lance avec l'aide de son mari, un jeune de 16 ans qui veut être coach de vie, un ancien thérapeute de 59 ans qui décide de se lancer sur Internet, un chômeur immigré à qui, quand on lui propose un job de balayeur de rue, sa femme lui dit écoute, c'est peut-être même pas la peine que tu y ailles parce que je pense que t'es pas capable de faire un job de ce niveau. Mais dans le sens, même sa femme ne croit pas en lui pour faire le job de balayeur de rue. Et là, il touche le fond quand il lui dit ça. Il se dit, OK, là, il faut que je prouve ce que je vaux. Et qu'on les suive et qu'il y en ait un. Voilà, il y en a un qui va pas réussir. On sait pas lequel. Il y a du suspense un peu dans cette dimension-là. Et du coup, voilà, j'ai inventé mon genre que j'ai appelé donc l'épopée prescriptive, où le livre est séparé en plusieurs actes. Ce sont des chapitres très courts. J'utilise de la narration. Je place les gens physiquement et émotionnellement dans l'histoire. Donc, c'est pas le mode étude de cas où on dirait Jeanne décide donc de publier son étude de marché. Voilà, mais plutôt de dire voilà, c'est une journée pluvieuse sur Bruxelles. Jeanne est dans son lit et en fait, où je raconte voilà cette journée où elle se rend compte elle peut pas se lever le matin. Elle peut plus faire semblant. Elle en peut plus. Elle a le choix entre se jeter par la fenêtre ou tout plaquer et changer de vie. Et elle choisit de vivre, mais d'arrêter de vivre comme elle a vécu dans le mensonge en se disant c'est bon, je peux continuer ce job salarié pour payer les études de mon fils. Et elle dit non, il faut que je fasse autre chose. Donc,
En racontant des histoires comme ça, ce que je me rends compte, c'est que ça change complètement le vécu du lecteur, sa relation avec le livre, sa relation avec le conseil, parce que maintenant c'est plus ah ouais d'accord, faut que je fasse mon business plan express. C'est ah ouais ok, je me reconnais dans la vie de Yvan, donc je vais faire comme lui si je veux que ça marche, quoi. C'est génial parce que tu as complètement compris le pouvoir d'une histoire pour délivrer de l'information. Tu es actif sur Internet et tu vends des produits sur Internet depuis très longtemps, donc tu connais en fait le pouvoir des émotions dans le fait d'accrocher l'attention, d'amener quelqu'un à vouloir avoir la suite et d'amener quelqu'un à l'action qui est en général une action de vente telle qu'on aimerait que ça se passe dans la majorité des cas. Un auteur pur qui ne s'intéresse pas à la vente de ses livres va vouloir que l'action soit juste le fait de tourner la page suivante, ce que les anglo-saxons traduisent par le turn pages. Donc, je trouve ça génial parce que tu es un des rares entrepreneurs que je connaisse qui effectivement a complètement compris le pouvoir des histoires, le pouvoir des émotions, et l'a non seulement compris, mais surtout complètement incarné dans cette production, dans ce livre-là. Donc franchement, pour moi, en tout cas, je salue effectivement les compétences que tu as qui sont très impressionnantes. Et c'est vrai que, mon opinion personnelle, c'est que c'est la meilleure façon de délivrer une information. Les histoires sont des chevaux de Troie. Les histoires amènent les informations à l'intérieur du cerveau de la façon la plus efficace qui soit, et elles impriment la mémoire aussi beaucoup plus lorsqu'elles sont au niveau des histoires. Donc, franchement, le fait que tu aies conçu un guide pratique avec cette base de storytelling, de narratif au-dessus, je pense que c'est vraiment la prochaine génération des livres efficaces, des guides pratiques, elle sera liée à ça, à ces histoires-là, à leur bonne exécution, leur bonne compréhension, leur bonne exploitation. Parce qu'il faut effectivement aller au-delà de simplement raconter une histoire, mais bien comprendre le point de l'histoire, l'information que l'histoire véhicule, pour l'amener précisément à amener quelque chose au lecteur, à une compréhension au niveau du lecteur. Donc, bravo à toi pour avoir fait ça. Et si tu permets, en fait, on va aller justement au fait que cette compréhension des émotions, cette compréhension de l'implication, de déclencher l'attention et de créer une implication du lecteur, tu l'as utilisé également et tu l'utilises en général de façon très récurrente depuis très longtemps dans tes opérations marketing, dans tes opérations de promotion. Donc, en ce sens, tu es déjà atypique en termes d'auteur, puisque la majorité des auteurs se contentent juste de faire des opérations de vente, ou simplement ils vont chercher un lecteur, ils vont lui vendre leur livre, et puis ils vont pas du tout créer le lien ou créer autre chose d'autre en termes d'expérience. Toi, par contre, tu as cette approche qui est ce que j'appelle l'approche des auteurs libres, c'est-à-dire on crée une communauté, on fédère une communauté autour d'une personnalité, autour d'un discours et de valeurs, qui sont toi tes valeurs de promouvoir l'entrepreneuriat libre, le fait que chaque personne peut sortir en fait de sa propre vie, de son propre carcan et devenir libre par ses propres moyens. Et donc, en fait, tu as fait la promotion du livre grâce à ça, en partie grâce à ça. Est-ce que tu peux nous expliquer les stratégies que tu as employées, comment tu as fait ça et effectivement ce que ça donne en termes de résultats? Alors, comme tu disais, cette idée que les histoires sont un meilleur véhicule pour apporter cette transformation me vient initialement de mon apprentissage sur la communication pour le marketing. Et effectivement, les histoires sont la meilleure façon de convaincre quelqu'un de nous acheter notre produit, notre service ou notre livre. Et quand on fait du marketing pour vendre un produit ou service, souvent ces histoires ce sont des témoignages. J'ai aidé telle personne avec ce produit, elle a eu tel résultat, voilà. Et donc au sein du livre, ce sont les histoires, toutes les histoires dans le livre sont des histoires vraies de personnes que j'ai accompagnées, mais je voulais pas les présenter comme le témoignage classique, juste Michel de Paris nous dit que les conseils Sébastien sont super, mais plutôt vraiment raconter l'histoire de Michel pour qu'on voit ce qu'elle a fait. Mais pour que le livre lui-même soit un succès, ce que j'ai fait sur chacun de mes livres, c'est aussi raconter l'histoire et la raconter en temps réel et non pas après que le livre soit sorti, venir faire une rétrospective. Voilà ce qui s'est passé. J'ai travaillé 3 ans dans ma cave sur ce bouquin. Donc, en fait, pour ce livre en particulier, Profession entrepreneur libre, ma fille Alice est née le 27 novembre 2017.
Et quelques jours après qu'elle soit sortie de la maternité, en fait, pendant que Cécile se reposait, donc ma femme se reposait à la maison, en fait, c'est moi qui emmenais Alice sortir tous les jours parce que je trouvais que ça soit important de pas être enfermé toute la journée, de découvrir le monde. Et donc, on se baladait sur la promenade des Anglais, parce que j'habitais à l'époque sur la promenade des Anglais. J'emmenais se balader avec moi. Il faisait frais quand même. On était en décembre, début du mois de décembre, mais bien emmaillotée, bien couverte, prendre un petit peu l'air, quoi. Et un jour, c'est pendant une de ces balades-là, j'ai eu une idée et je me suis dit, tiens, j'écrirais bien un livre sur une idée contre-intuitive, les raisons de ne pas créer son entreprise. Et en fait, au lieu de me dire, je vais faire cette idée, je vais écrire le livre, je vais chercher un éditeur et ensuite je vais en parler à mon audience, ce que j'ai fait ce jour-là, j'ai pris mon iPhone. J'avais Alice avec moi, comme ça, je marchais, j'ai fait une vidéo que j'ai envoyée sur ma chaîne YouTube et que j'ai envoyée sur ma newsletter avec comme titre 17 raisons de jamais créer votre entreprise. Et c'est pas une vidéo pour dire voilà 17 raisons, j'ai une idée, je me suis dit et si on faisait quelque chose un peu contre-intuitif, si je faisais un livre sur justement toutes les raisons pour lesquelles les gens ne créent pas l'entreprise et comment est-ce qu'on fait pour les surmonter. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. J'ai fait un petit sondage, donc je dis ça dans la vidéo, je fais un petit sondage. Je vous mets le lien en dessous et dites-moi vous qu'est-ce qui vous bloque. Et là en fait j'ai eu énormément de réponses. J'ai choisi en fait de suivre 201 personnes qui avaient répondu au sondage en disant moi j'ai pas encore créé mon entreprise ou j'ose pas créer mon entreprise et voilà la raison. Et je me suis rendu compte que quand on les regroupait, il y avait 79 excellentes bonnes raisons de ne pas créer sa boîte. Et ça a été la petite graine. Donc, du coup, c'est un des chapitres dans l'acte 1, puisque du coup, je me suis dit, mais en fait, je vais pas écrire un livre que sur ça, mais je vais faire acte 1. Êtes-vous fait avez-vous la trempe pour être un entrepreneur, puisque j'ai fait en plusieurs actes. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a 79 bonnes raisons de ne pas créer sa boîte et 8 raisons de le faire. Et si on regarde bien, en fait, cette première vidéo au sujet de mon livre, c'était 2 ans avant que le livre soit en librairie. Puisqu'il y a tout le processus, trouver l'éditeur, écrire le livre, etc. Mais en fait, j'ai raconté l'histoire en temps réel et impliqué mes lecteurs en temps réel. Donc, j'ai raconté le début, j'ai raconté les résultats du sondage, j'ai raconté en disant pourquoi est-ce que je choisis de passer par un éditeur au lieu d'auto-publier le livre, comme j'ai fait pour les précédents. J'ai fait donc à chaque fois c'était une vidéo que je faisais, que j'envoyais ou un petit mail. Quand j'ai réfléchissais sur le titre, j'ai dit aidez-moi à voter. Voici mes idées de titre. J'avais 2 idées à moi et 4 idées proposées par mon éditrice. Et j'ai eu 1600 personnes qui ont voté sur le choix du titre. Et ça augmente en fait d'un livre à l'autre. C'est-à-dire, faut pas se désespérer si au début on n'a pas énormément. Sur mon livre précédent, j'ai dû avoir peut-être quelques centaines de personnes qui ont voté en une semaine, alors que là j'ai eu 1600 personnes qui ont voté en 24 heures parce que mon audience a grandi. Et en fait, sur le classement des titres, le titre que j'avais choisi initialement, qui était pour les fous qui envisagent de créer l'entreprise, est arrivé dernier du classement. Waouh. Et les 2 titres proposés par l'éditrice sont arrivés 2 premiers du classement, quasiment ex aequo. Un de ces titres, c'était Professionnel entrepreneur libre. Et en fait, l'autre titre qui était aussi proche du top du classement, j'ai eu un retour d'une personne qui me suit, une de mes clientes, qui a dit Sébastien, s'il te plaît, ne choisis pas ce titre parce que mon livre qui sort aussi en septembre 2019 a ce titre-là. Ah. Et tu vois, du coup, le fait d'avoir interagi avec mon audience m'a permis, premièrement, de ne pas choisir mon titre pourri que j'avais eu moi-même en idée, si tu veux. Et deuxièmement aussi, de m'orienter vers un titre qui était vraiment unique. Profession entrepreneur libre, c'est vraiment, ça reflète ma marque, mon concept, le mouvement des entrepreneurs libres. Et alors que l'autre titre que j'avais envisagé, ma femme m'a dit plus tard, tu vois, le fait que quelqu'un d'autre de ton audience ait déjà choisi ce titre, ça montre que c'est un titre que tout le monde aurait pu choisir. Ouais. Et effectivement, c'est un titre beaucoup plus généraliste, on va dire, qui aurait pu. Elle me disait, voilà, en fait, le titre, c'était quelque chose du genre ça y est, je me lance ou quelque chose comme ça. Et elle me dit, voilà, c'est un titre qu'on aurait aussi bien pu utiliser pour un livre de régime ou autre chose. Donc c'est pas assez spécifique, tu vois. Et
Et en fait, plus j'ai continué à impliquer mon audience dans le processus, plus ça m'a apporté de valeur. Donc, par exemple, avant d'écrire le détail du livre, donc je pense que t'enseignes beaucoup sur l'écriture et la promotion. Pour moi, il y a deux façons d'écrire un livre. Il y a les gens qui, si on pense à un dessin d'un arbre, il y a ceux qui font comme une imprimante. Une imprimante, elle commence à la première ligne de couleur et elle imprime de haut en bas, tac, 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 tac. Et il y a ceux qui vont dessiner l'arbre comme un enfant et ils vont faire le tronc, ensuite des grosses branches, ensuite des petites branches, ensuite des brindilles, ensuite des feuilles et à la fin, ça fait un arbre. Et moi, j'écris mon livre comme ça. Je fais un plan grossier qui est celui que j'envoie à l'éditeur. Ensuite, je fais un plan plus détaillé. Je mets mes idées en vrac dans chaque grande partie, dans chaque chapitre, etc. Et en fait, quand j'ai fait juste mon plan, j'ai envoyé à mon audience en disant je recrute un groupe d'ambassadeurs pour que vous me donniez vos avis, vos retours. Je vais vous donner tout en avant-première et je veux que vous commentiez. Je vais vous donner un Google Doc avec le plan et vous mettez les commentaires dessus. J'ai eu 222 commentaires sur mon plan du livre. Génial. Ça m'a fait retravailler complètement mon ordre. Au départ, il y avait 3 ou 4 actes qui du coup étaient pas du tout de taille similaire. Donc j'avais un acte qui durait 200 pages et un autre qui durait 30 pages. J'avais des chapitres dont le titre me semblait super sexy, mais les gens, quand je voyais les commentaires, ça me permettait de voir que les gens n'interprétaient pas du tout dans le même sens que moi. Donc j'ai reformulé ça. Et ensuite, quand j'ai écrit le manuscrit, quand j'ai fini le manuscrit, avant de le remettre à l'éditeur, j'ai négocié avec mon éditeur une période de grâce où je pouvais demander les retours à mes ambassadeurs. Génial. Et donc, j'ai mis le Google Doc du manuscrit en permettant aux gens de mettre des commentaires dessus. Et en fait, tous les soirs ou tous les 2 soirs, je récupérais la version avec tous les commentaires. Je faisais les modifs comme un malade à toute vitesse et je remettais en ligne le Google Doc mis à jour. Et donc, j'ai reçu 5399 commentaires de mes ambassadeurs. Il y a 3500 modifs dans le livre qui sont basés sur leurs commentaires. Ça va de choses aussi triviales que bah là, cette phrase-là, elle est trop longue, il faut la couper en 3, que je comprends pas ce chapitre, parce que tu nous as pas expliqué tel concept, mais t'en parles comme si tu l'avais expliqué, mais en fait, tu l'expliques vachement plus loin dans le livre, donc changer l'ordre, ou de choses juste bizarres, parce que c'est des expressions, si tu veux, où les lecteurs québécois comprennent pas, en disant, mais voilà, quand tu dis par exemple, un terme d'argot français pour dire un guitariste, c'est un gratteux. En québécois, ça veut pas du tout dire la même chose. Oui. Ou monter sa boîte, par exemple, au Québec, leur réaction, c'est où est le rapport avec les cartons, tu vois? On parle d'entreprise, pourquoi tu parles de boîte? Donc, ça m'a permis d'affiner beaucoup mon message, aussi bien sur le fond que sur la forme, clarifier énormément, mais surtout, ça m'a permis de continuer de créer l'anticipation de mon audience, de mon public pour le livre. Mon précédent livre, quelque chose que j'avais fait de la même façon, c'était aller sur Facebook Live et en fait écrire le livre en live face aux gens. Donc c'était une époque où Facebook Live était au début, c'est-à-dire tout le monde ne diffusait pas encore, mais les gens aimaient bien regarder. Et au total, j'ai eu 25 000 personnes qui m'ont regardé, personnes différentes, parce que Facebook permet d'avoir cette stat, qui m'ont regardé dans l'écriture. C'était mon précédent livre, Le secret des entrepreneurs libres. Et du coup, évidemment, quand je lance le livre, quelqu'un qui littéralement a passé peut-être 15 minutes, peut-être 1 heure de son temps à me regarder par-dessus mon épaule, à lire le manuscrit à mesure que je l'écris, ceux qui me commentaient en disant « Ah, Sébastien, t'as oublié le point d'interrogation », tu vois, les gens qui se sont impliqués comme ça, évidemment qu'ils vont acheter le livre. Évidemment qu'ils vont en parler parce qu'ils ont fait partie du process. Ouais, ils sont impliqués. Ben oui, parce que quand ils vont avoir le livre, ils vont pouvoir dire, tu sais quoi, en fait, ce chapitre-là, il y est parce que j'ai dit à Sébastien dans les commentaires qu'il fallait en parler, tu vois. Évidemment que ça implique. Et pour moi, tout ça en amont, c'est ce qui aide au succès du livre après. Premièrement parce que c'est un produit de meilleure qualité, parce qu'il a déjà été au contact du lecteur. Du public, ouais. Voilà.
Et deuxièmement, parce que donc du coup j'ai recueilli des questions, des choses pas claires, et deuxièmement parce que quand le lecteur il s'est senti impliqué, ne serait-ce que parce qu'il a voté pour le titre, parce qu'il a voté pour la couverture, et comme tu peux imaginer, évidemment, c'est pas la couverture que moi j'aurais choisi en premier qui a remporté le vote. C'est normal, hein. Nous en tant qu'auteur, on a une perspective différente C'est ça. du lecteur, et aussi ce que j'ai retenu j'ai des amis qui sont auteurs et qui sont beaucoup plus avancés que moi. J'ai écrit 7 livres, je dis, j'en ai publié 4. Pour certaines personnes, ça semble immense, jusqu'à ce que on compare, par exemple, à Bill O'Hanlon, qui est un des entrepreneurs dont je parle, qui est maintenant un de mes amis, un des premiers élèves de l'hypnothérapeute Milton Erickson. Bill, depuis 1984, a écrit et publié un livre par an. Ouf. Wow. Donc, il en est maintenant il a produit 40 livres. Il a vendu, voilà, demi-million d'exemplaires de certains livres. Il est passé chez Oprah aux États-Unis au sujet de ses livres, voilà. Et Bill, il m'a dit quelque chose qui peut sembler super décourageant pour certaines personnes, mais que moi j'ai trouvé super encourageant. Il m'a dit, écoute, ton premier livre où tu seras vraiment satisfait, tu te diras, voilà, là, il est vraiment formidable ce livre, ça sera peut-être le 11e. Wow. Et il y a des gens qui peuvent se dire, ah ouais, mais non, genre, c'est une montagne, 11 livres, il faut que j'écrive 11 livres pour écrire un bon. Mais non, moi je me suis dit au contraire, ok, ça veut dire que du coup, je peux juste écrire le livre, mon 3e livre, mon 2e livre, mon 1er livre, je peux juste l'écrire du mieux que je peux maintenant, en sachant que c'est un pas sur mon chemin d'auteur. Et peut-être que quand j'en serai au 8e, je regarderai le premier d'un air affectueux en disant bon, j'étais bien jeune à l'époque où j'ai écrit ça et je verrai tous les défauts que je vois pas au début, ce qui est le cas d'ailleurs. Quand je regarde mon premier livre, je me dis ce livre, il a aidé des milliers de personnes parce que il s'est quand même bien vendu. Mon premier livre, c'est sur le coaching amoureux. Si j'écrivais aujourd'hui, j'écrirais complètement différemment avec tout ce que je sais maintenant. Mais il a le mérite non seulement d'avoir existé, d'avoir aidé les lecteurs et d'avoir été mon premier pas, qui m'a permis d'en écrire un deuxième, et ainsi de suite. Et là, je ressens mon livre Profession d'entrepreneur libre comme étant mon chef-d'œuvre. Et je suis sûr que quand j'en serai au 11e livre, j'aurai encore vachement avancé dans ma compréhension de l'épopée prescriptive, de la narration, etc. Si tu veux. Donc, je pense qu'il faut aussi se dire ça, c'est se dire, en fait, si on veut se construire, et je sais que c'est quelque chose que tu mets souvent en avant pour les auteurs libres, c'est de se dire, en fait, on veut pas à chaque livre, si on en écrit plusieurs, devoir ramer pour trouver à nouveau le premier lecteur. En espérant que la personne passe en librairie et se souvienne, ah oui, il y a 3 ans, j'avais acheté aussi le livre, achète. Non, ce qu'on veut, c'est se construire un lectorat qui est présent pour nous à chaque nouveau livre, qui attend impatiemment le nouveau livre. Peut-être des gens qui sont sur une newsletter, je pense qu'on en parlera, pour être notifiés quand on va sortir le prochain livre. Et c'est comme ça qu'on crée cet effet boule de neige, comme je disais, passer de 10 personnes qui votent sur le titre à 100 personnes qui votent sur le titre du livre suivant. À cette fois-ci, quand j'ai eu 1000 personnes qui ont voté sur le titre, je me suis dit, ok, non seulement waouh la progression, mais aussi waouh, j'ai aucune excuse pour choisir le livre qui est dernier dans le classement, parce que quand on a que 10 votes, on peut toujours dire ouais bon je choisis quand même mon titre que j'aimais bien. Quand on a 1000 et que sur les 1000 il y a que 20 personnes qui ont voté pour ton idée de titre, tu dis bon ok, je vais la ranger dans un petit tiroir et ça ira. C'est quelque chose de très très important que tu dis là. Si tu permets, je vais juste reprendre un petit peu les idées clés que tu nous as données parce qu'elles sont très importantes pour les auteurs qui nous suivent. La première, c'est effectivement, tu prouves que c'est intéressant de coécrire avec son lectorat. Déjà parce que ça les implique. Ensuite parce que tu as des retours. Alors je vais mettre un petit bémol parce que la majorité des auteurs que j'ai sont pas dans les livres de développement personnel ou les livres techniques tels que toi tu les écris, ils sont plus dans des romans, même si moi j'estime qu'il n'y a pas de différence. Dans les deux cas, ce sont des histoires, dans les deux cas, c'est du développement personnel, dans les deux cas, on parle d'un chemin du héros, on parle d'une transformation intérieure. Donc, mais un auteur débutant, effectivement, aura plutôt tendance à dire c'est mon histoire, c'est mon choix d'auteur, je me mets là-dessus parce que ça me plaît et que j'ai envie d'écrire ce qui me plaît. Je pense que c'est un chemin, comme tu le dis très très bien, et ça je le dis depuis toujours.
C'est un chemin de devenir auteur. On commence par une première histoire qui n'est pas forcément très ambitieuse, même si on a des grosses ambitions, ou au contraire, même si on doute énormément, et il y a énormément d'auteurs qui ont un gros syndrome de l'imposteur. On commence par une première histoire, et c'est cette première histoire sur laquelle on s'appuie qu'on va bâtir la deuxième, puis on va bâtir la troisième, tout en continuant à progresser, en faisant progresser son audience et en interagissant de plus en plus avec elle. Donc, sincèrement, je te tire mon chapeau parce que des gens qui incarnent ça complètement, le fait d'avoir une audience active, d'interagir avec elle, d'être capable de prendre les retours de son audience, de s'adapter et de leur offrir ce dont ils ont envie, ça c'est quelque chose qu'on voit chez les auteurs confirmés qui finalement écrivent pour eux, mais qui finalement écrivent surtout pour les gens à qui ils écrivent. C'est pas ce qu'on voit chez les auteurs débutants qui, en général, ont besoin d'abord de s'exprimer avant d'être capables de construire un livre pour le livre lui-même. Donc voilà. Merci pour tout ça. Je rebondis d'ailleurs sur ce que tu viens de dire sur le plan, tu vois, quelquefois la peur du retour du lecteur ou de le prendre en compte. Un des meilleurs conseils qui m'a été donné sur ça, c'est celui qui dit que quand les gens te font un retour par rapport à un de tes chapitres en disant voilà ça marche pas ou tel personnage ou etc. Et ce qu'ils disent c'est le fait que la personne t'ait dit ça ne marche pas est quasiment toujours valide. Le diagnostic de pourquoi ça marche pas est parfois valide et la suggestion de ce qu'il faut faire à la place est rarement valide. Donc du coup, si tu veux, quand je disais j'ai reçu des milliers de commentaires, je sais pour beaucoup de gens ça serait difficile de recevoir ce tel volume, mais au départ quand on est débutant, on n'a pas ce tel volume. C'est-à-dire sur mes premiers livres, quand je demandais les retours, je demandais à 8 personnes, je demandais à ma compagne, à quelques amis, à ma mère. Alors ma mère, elle a lu des livres sur comment draguer les filles, sur le développement personnel, sur les livres que j'ai lus, que j'ai écrits en fait. Et chaque personne donne des retours de type différents. Il y a des gens qui donnent des retours que sur la ponctuation, ce genre de choses. Et il y a des gens qui vont dire, qui vont plus être comme ma femme et qui vont dire, non mais en fait, là, le chapitre 1, quand les gens vont rentrer là-dedans, ils vont fermer ton livre, c'est trop dense, c'est pas une bonne introduction. Il faut que tu mettes plus loin dans le livre et voilà. Ils vont donner des conseils plus stratégiques. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que moi, à chaque fois que je lisais un de ces commentaires, je faisais le tri mentalement en me disant, OK, si cette personne me dit ce chapitre-là, il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, le sentiment de malaise, il est presque toujours valide. Il y a quelque chose, c'est sûr, il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, elle me dit peut-être, ça ne va pas parce que, tu vois, ce personnage, ça donne l'impression parce que les 2 précédents personnages, par exemple, sont des hommes. Là, on a encore un homme. On a l'impression que ça va parler, que tous les personnages sont des hommes. Peut-être que le diagnostic est valide, peut-être que non. Ça, je me pose la question. Et maintenant, la suggestion que la personne va me faire, où elle va me dire, donc, je pense que tu devrais carrément changer le sexe de cette personne dans l'histoire. Eh bien, je vais peut-être même pas écouter la suggestion si tu veux parce que ça colle pas du tout avec ma vision. Je vais pas inventer des trucs qui sont. Le but c'est pas non plus. On parle certes de coécriture, mais pour moi c'est je reste l'auteur, je reste le maître de ma vision et ça veut dire aussi un renoncement parfois. En disant sur mon précédent livre par exemple, j'ai toute une liste. J'avais noté de ce que les gens m'ont demandé. Et qui est tout à fait valide. Il voudrait savoir comment se termine l'histoire de telle personne. Il voudrait savoir, puisque j'ai mentionné en passant qu'un tel est allé voir un thérapeute. Il voudrait savoir quelle est la thérapie qu'ils ont fait, tu vois. La question est valide, mais ça ne correspond pas à ma vision que d'y consacrer un paragraphe, une page ou un chapitre de répondre à cette question. Donc, je fais le choix d'auteur, qui est parfois un choix difficile, de dire non, nous ne franchirons pas cette ligne, nous n'irons pas parler de ça, surtout quand on a déjà un livre qui fait 450 pages. Je vais pas aller rajouter 4 chapitres de plus pour répondre à des questions qui sortent de ma vision. Et je pense que c'est important de savoir quand même s'ouvrir pour écouter les retours et en même temps protéger non pas notre ego. Moi, j'ai appris à sacrifier mon amour-propre en tant qu'auteur et je pense que ça m'a énormément aidé. Je sacrifie mon amour-propre, mais pas ma vision pour le livre. C'est extrêmement juste, comme tout ce que tu dis, qu'effectivement, il faut être capable, quelque part, d'avoir les retours des gens, mais qu'avant toute chose, c'est toi l'auteur.
Et c'est ta vision d'auteur et c'est ton message d'auteur. Et les gens n'ont pas l'intégralité du processus en main, ils n'ont pas l'intégralité de la vision, ils n'ont pas l'intégralité de la thématique que tu traites. Donc c'est très très bien parce que ça demande aussi un petit peu de discernement d'être capable de faire ça. C'est un peu compliqué pour les auteurs débutants, mais en l'occurrence, visiblement, tu le fais à la perfection. Donc pour finaliser en fait cette interview, on a déjà abordé pas mal de points. À moins qu'il y ait des points que tu veuilles réaborder ou développer. Je pense que ça serait bien que tu synthétises sur peut-être 1 ou 2 ou peut-être 3 conseils que tu donnerais à des gens qui sont un peu auteurs, c'est-à-dire qui ont peut-être écrit 1 ou 2 romans et qui veulent effectivement devenir cette profession d'auteur libre, de travailler avec leur audience, de coécrire un petit peu avec leur audience et effectivement de prendre leur indépendance grâce à ces techniques que tu as si bien appliquées. Pour moi, l'auteur libre, c'est, même s'il ne va pas se mettre cette étiquette, mais il doit adopter une démarche d'entrepreneur, c'est-à-dire prendre en main sa destinée et se dire, je vais pas entièrement la mettre dans les mains de mon éditeur. Je dois être un peu en contrôle certes de ma vision, j'en ai parlé, mais aussi de la diffusion et la promotion du livre et de son message et la création de mon audience. Et donc, pour ça, c'est très important de se dire, OK, je veux me créer un lectorat qui va me suivre d'un livre sur l'autre, même si mes livres passent d'un sujet à l'autre, même si j'ai envie d'expérimenter, de changer de genre, parce que moi, j'ai déjà changé de genre au sein de la non-fiction, mais j'ai récemment écrit un livre pour enfants aussi. Je suis en train d'écrire un roman en ce moment aussi, tu vois, mais je sais que mon lectorat va me suivre, ne serait-ce que par curiosité de tiens, je vais aimer le livre de Sébastien et c'est dans son identité d'essayer des choses nouvelles, donc je vais suivre la suite, voir ce qui se passe. Et une des choses essentielles à faire, c'est de se dire notre plus grande ressource en tant qu'auteur, c'est notre liste de lecteurs et la relation qu'on crée avec cette liste de lecteurs. Donc, dès que possible, dès qu'on a l'idée pour un livre, un roman, faire ce que j'appelle le coup de semonce, c'est-à-dire pas annoncer au monde, je vais lancer un livre qui va sortir en octobre de l'année prochaine, pas nécessairement dire non plus, je prévois de faire un roman de 300 pages, c'est pas ça, tu vois, c'est juste dire, tiens, en ce moment, je travaille sur un projet, comme moi par exemple, je peux te dire, en ce moment, je travaille sur un projet. C'est l'histoire d'une jeune femme qui décide de lancer une activité pour subvenir aux besoins financiers de son ménage parce que l'activité de son mari commence à avoir des difficultés, qui se découvre des capacités insoupçonnées et qui en apprend aussi beaucoup sur sa vie et sur son mariage au travers de cette expérience. Ça, je peux le dire. Ça gâche pas le suspense de qu'est-ce qui se passe dans l'histoire, ça casse pas le mythe. Ça me permet aussi quelquefois de voir un peu peut-être les réactions. Par exemple, quand je dis les capacités insoupçonnées, c'est parce que la semaine dernière, j'étais en train de dire capacités cachées. Quelqu'un m'a dit quelqu'un m'a complété ma phrase en disant insoupçonné. Je me suis dit tiens, c'est une bien meilleure façon d'exprimer ce que je veux exprimer, tu vois. Donc c'est un peu le contact du lecteur aussi, mais parce que quand quelqu'un nous dit ah ouais ça a l'air intéressant, eh bien on peut lui dire si tu veux j'ai une petite liste où j'envoie des extraits ou j'envoie des petits portraits de personnages ou je raconte l'aventure d'écriture. Ça peut être différent, ça peut être sur le contenu du livre. On peut bloguer le livre en donnant des extraits. Ça peut être sur le côté méta, c'est-à-dire moi l'auteur qui raconte mon aventure d'auteur. Parce que les gens ils adorent ça, ils adorent le making of. Et quand ils ont le making of avant d'avoir la chose, le livre, ils trouvent ça encore plus excitant parce qu'à ce côté, je suis impliqué. Donc, créer cette liste de lecteurs en amont, pour moi, c'est très important. Créer l'anticipation pour le jour J, fêter ça, vraiment le célébrer. Avec ma femme, nous avons fixé une règle que on fêtait à chaque fois que je franchissais une barre de 10 000 mots écrits. Super. Et du coup, ça m'a permis de ne pas faire comme j'ai fait pour mes premiers livres ou comme mon tout premier livre est sorti.
Alors, il s'est classé deuxième de toutes les ventes sur Amazon en France, devant Harry Potter, devant Guillaume Musso, juste derrière la méthode du camp, qui est indétrônable en première position pendant plusieurs années de suite. Mais si tu veux, ce jour-là, en fait, j'ai même pas fêté que j'étais deuxième livre le mieux vendu en France sur Internet, parce que j'ai pas célébré. Quand on célèbre pas les petites étapes, on célèbre pas la fin. C'est ça. Et donc, ce process a complètement changé entre-temps, c'était il y a 10 ans maintenant, puisque maintenant, voilà, on célèbre tous les 10 000 mots, on fait la fête, toutes les grandes étapes. J'ai écrit la proposition pour l'éditeur, j'ai un éditeur intéressé, en fait, j'ai signé, en fait, j'ai envoyé à l'éditeur mon plan de lancement, ça se fête. On fait tout. Célébration, mais tu as tout à fait raison, on se célèbre jamais assez, on se félicite jamais assez. Exactement. Et quand on ne se félicite pas, du coup, on a tendance à trop mettre d'importance sur une date limite, la date où ça va sortir. Et la date où ça va sortir, je vais dire franchement, bizarrement, c'est pas la date la plus excitante du process quelquefois. Beaucoup de travail en fait, c'est beaucoup de travail. On fait nous aussi. Enfin, j'apprends à mes auteurs à faire des lancements de leurs livres et c'est beaucoup de travail effectivement. Oui, moi, mon livre est sorti le 3 septembre. Le 2 septembre au soir, j'étais en train de finir le site internet du livre parce que il y avait je ne sais plus quoi qui marchait pas, la vidéo où je présente le livre qui marchait pas ou je sais pas quoi. Et du coup, je me suis couché peut-être à 2h, 3h du matin. Donc le jour de la sortie du livre, j'étais comme un zombie. Et j'ai dit non, je peux pas faire ma journée comme ça quand même. Donc je suis sorti chez moi, je suis allé à la Fnac voir si le livre était là. Je suis tombé sur 2 lecteurs en allant à la librairie Durance complètement par hasard dans la rue devant la librairie. Et du coup ça m'a boosté quoi. Mais sinon j'aurais pu très bien passer une journée un peu moyenne le jour de la sortie. Mais heureusement, j'ai fêté tellement de choses avant. J'ai fêté avec les lecteurs après en faisant une petite rencontre, même si on n'était pas très nombreux sur la rencontre parce que j'ai annoncé un peu à la dernière minute. Mais le côté humain de cette interaction a été très très fort. Et pour moi, c'est très important parce que ça facilite aussi le process marketing derrière, de communication autour du livre. Et donc ça, c'est tout ce qui est en amont créer l'anticipation. Mais ensuite, il y a aussi après. Et pour moi, c'est important de se dire, en fait, mon travail d'auteur ne se limite pas à écrire le livre et à le mettre en ligne ou le mettre en librairie. Quand j'ai fait ça, j'ai fait... un de mes amis utilise la métaphore, il dit, voilà, un livre, c'est une montagne. Tout le monde est d'accord pour dire que parfois, écrire un livre, c'est grimper une montagne. Mais ce que les gens oublient, c'est que quand on est arrivé en haut d'une montagne, à un moment donné, il faut descendre. Donc, ça veut dire que quand on est en haut de la montagne, c'est-à-dire le livre est sorti, on a fait la moitié du chemin. C'est un peu ça. Donc, du coup, il faut pas arriver essoufflé, il faut arriver reposé, avec la célébration de ça quand on est en haut de la montagne, et ensuite se dire, ok, maintenant, je fais la promotion. Ça veut dire faire la promotion dans le livre. Donc, moi, parce que c'est de la non-fiction, je peux, à la fin de certains chapitres, dire, et en complément de ce chapitre, je vous offre quelque chose qui ne peut pas être imprimé. Par exemple, quand je parle de l'histoire de Jeanne, on a fait un reportage sur Jeanne et ce qu'elle a mis en place dans sa vie. Le reportage est disponible sur un site, je donne le lien. Donc, il y a un certain nombre de bonus téléchargeables, un quiz, des choses comme ça qu'on peut offrir dans un livre de non-fiction. Mais même dans un livre de fiction, au début, sur une des pages de garde, tout au début, l'éditeur, il aime bien mettre, il met en général, voilà, suivez l'actualité des éditions, machin chouette. Eh bien, on peut aussi demander à l'éditeur et dire, voilà, je veux moi aussi mon petit encadré disant, suivez Michel Dupont sur son blog et recevez des petits extraits des prochains livres. Ça, c'est une des choses pour moi qui me semble indispensable au début et à la toute fin, même quand on écrit un livre de fiction. Et un de mes bons amis, Reed Tracy, est à la tête d'une grosse maison d'édition américaine. Ils ont vendu des centaines de millions de livres. Et en fait, aujourd'hui, ils ont des newsletters. Certains de leurs auteurs ont des listes de 8 millions de leurs lecteurs qui sont abonnés pour savoir quand le prochain livre sort. Donc, évidemment que quand le prochain livre sort, ils font un best-seller. Mais c'est normal. Mais ils n'ont pas eu 8 millions de personnes sur un an. C'est des personnes comme le regretté Wayne Dyer, par exemple,
qui ont des carrières de 30 ans, 40 ans d'écriture. Chaque livre a apporté sa petite pierre à l'édifice. Chaque jour, il y a peut-être 2 personnes qui voient l'encart à la fin et qui s'inscrivent pour sur la liste de l'auteur. Mais quand on commence à avoir écrit 1 livre, 2 livres, 3 livres, ça s'additionne. Et il faut pas du tout négliger l'importance de faire ça. Et une dernière astuce qui me semble importante, et si même moi qui fais de la non-fiction, je le fais, parce que c'est une tactique que j'ai piquée dans les romans, vient du monde du roman, parce que j'adore les livres de science-fiction, et j'ai constaté que récemment, on va dire dans les 10 dernières années, la plupart des livres de science-fiction récents que je lis, c'est quasiment systématique. Il y a une maison d'édition, je crois, qui s'appelle Tor, où quand on finit le livre, il y a 1 à 3 extraits d'autres romans à la fin. Et si c'est un auteur qui a écrit plusieurs livres, ben c'est un extrait d'un roman du même auteur, le prochain roman ou un roman d'une autre série. Et si c'est un auteur qui n'a écrit qu'un seul livre, ils mettent des extraits d'autres livres en fait. Et moi, je trouve ça super pertinent parce que du coup, ça allèche les gens. Quand on a écrit son premier livre, on se dit bon, peut-être que je peux pas le faire. Mais en fait, si, on peut très bien écrire un chapitre du prochain si on a une idée vague du prochain. Même si le chapitre, ce qui est intéressant, c'est que le chapitre de prévisualisation n'est pas toujours dans le livre final. Non. Et ça, quand j'ai découvert ça, ça m'a fait un déclic énorme, c'est de me dire en fait, je peux, par ma vision que j'ai cette année de mon prochain roman, écrire juste un chapitre qui pose le ton. Et c'est pas grave si c'est pas dans le livre final, parce que j'ai quand même alléché le lecteur qui vient de finir mon premier roman pour lire mon deuxième, même si c'est un autre univers. Et si j'ai écrit plus d'un livre, eh bien, on peut faire ce que j'ai fait là dans mon livre le plus récent. Eh bien, dans mon livre le plus récent, j'ai le premier chapitre sexy. Donc, c'est pas le tout premier chapitre, mais c'est le premier chapitre vraiment sexy d'un de mes précédents livres. C'est parfait, c'est tout à fait ça qu'il faut faire. Moi, j'apprends effectivement à mes auteurs à mettre en place des liens cliquables partout dans leurs e-books, ce qui est possible maintenant avec Kindle, pas depuis très longtemps, ça fait quelques mois. Mais effectivement, il y a des liens cliquables dans le book et surtout, je leur apprends que ce que les gens achètent, c'est pas un livre, c'est un univers. Oui. Donc, un univers, ça se construit déjà avec des livres, avec des extraits, avec des nouvelles, avec des spin-offs, avec des préquels. Ce sont des termes anglo-saxons qui veulent dire des histoires, des side stories, c'est-à-dire des histoires qui sont liées à l'histoire principale, peut-être l'histoire d'un personnage, une histoire qui se passe avant, une histoire qui se passe après, etc., qu'on peut faire sous format de nouvelles, etc. Et moi, mon credo, c'est clairement que finalement, ce qui nous attend, c'est pas forcément le développement d'un univers lié à un livre, mais c'est clairement le développement d'un univers transmédia, avec un mix d'écriture, de lecture, d'audio et de vidéo. Et on sait que ce ne sont pas les mêmes zones du cerveau qui sont sollicitées dans la vidéo et dans l'audio. Par contre, celles qui sont sollicitées dans l'écriture sont des zones qui sont un peu plus, on va dire, pérennes et un petit peu plus impliquantes. Donc, il est très intéressant d'aller capter en fait l'attention par des vidéos bien faites, qui sont des petites vidéos de teaser qui amènent dans un univers et qui sont faciles et rapides à faire et pas très chères finalement quand on travaille avec des vrais professionnels. Et en fait, d'amener les gens qui sont captés par ça sur un univers complet qui est beaucoup plus vaste que simplement un roman et qui est en fait une ramification. C'est un écosystème en fait. Moi, c'est ce que j'apprends à mes auteurs à créer, un écosystème autour de leur univers, à l'intérieur de leur univers. Mais je pense que tu le fais déjà parfaitement bien. Carrément. Et si je peux me permettre un commentaire de geek de storytelling qui illustre ça, si ça te dérange pas, pour la petite histoire, c'est si je pose la question quiz, quelle est la série de films qui a généré le plus d'entrées dans toute l'histoire du cinéma? Eh bien, il y a quelques années, les gens hésitaient un peu avant de trouver. Maintenant, ils trouvent plus facilement. Avant, les gens pensaient, est-ce que c'est peut-être Star Wars? Est-ce que c'est peut-être Avatar, Titanic, etc., qui sont des films où il y a un film qui a eu un succès énorme. Mais en fait, la série de films qui a fait le plus d'entrées dans toute l'histoire du cinéma, ce sont les films de l'univers Marvel. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que ce que Marvel a fait dans le cinéma au cours des 10-20 dernières années, il l'avait déjà fait dans le monde de l'édition il y a 60 ans. Et que la raison pour laquelle Marvel est devenue la plus grosse activité de création dans le monde de la bande dessinée américaine, c'est parce que quand Stan Lee démarrait, il était jeune dans
la petite entreprise familiale, ça a été le premier à se dire, mais en fait, au lieu de faire comme le classique, par exemple, les comics de Superman, c'était un épisode et le statu quo repart dans un autre épisode. Il n'y a pas de suite et il n'y a pas de connexion entre plusieurs trucs. Et lui, il a dit, OK, non, moi, si je crée un univers interconnecté, eh bien, je peux avoir des gens qui sont fans de Spider-Man, qui vont lire et de temps en temps lui faire rencontrer un des autres personnages. Du coup, les gens vont se lancer dans cette autre série parce que ça se croise et créer cet univers. Et en fait, moi, c'est quelque chose qui m'a fasciné depuis des années, de me dire en fait, comment est-ce que nous, qui sommes pas, on n'est pas les auteurs de Marvel, on n'est pas les cinéastes qui vont faire les trucs, mais n'empêche, comment est-ce que je peux créer mon univers? Et dans mon univers, quand les gens sont dedans, ils ont envie de goûter les choses différentes. Parce que souvent, les auteurs, il y a certains auteurs qui aiment bien être à 100% dans leur créneau, mais il y a d'autres auteurs qui aiment bien papillonner entre des genres, entre deux univers différents, etc. Eh bien, je pense que c'est intéressant de se dire, de prendre un peu de recul et se dire, je veux que mon lecteur rentre dans mon univers. Donc, je vais montrer un peu de coulisses, un peu de making of, un peu de voici ce qui vient dans les prochaines histoires, un peu des scènes coupées. Tout à fait. Je garde pour mes livres les chapitres supprimés. Alors, quelquefois, j'en donne des noms différents. Quelquefois, je dis, dans un de mes livres, je termine par une page qui dit le chapitre manquant. Et je dis voilà qu'il y a un chapitre de ce livre qu'on n'a pas pu mettre dans le livre pour des raisons de format, et que s'ils vont sur le site, ils peuvent le télécharger gratuitement. Eh bien, ça m'a pris pas plus longtemps d'écrire ce chapitre que les autres chapitres qui sont dans le livre, mais grâce à ça, donc ça c'était sur mon tout premier ouvrage, j'ai eu 3000 lecteurs qui sont venus chercher le chapitre en question et que j'ai pu recontacter pour les livres d'après. C'est génial. Dans le livre Profession Entrepreneur Libre, j'ai le chapitre interdit, tu vois, qui est, tiens, là, l'idée dans ce chapitre était tellement controversée que j'ai choisi de ne pas le mettre dans le livre. Mais j'ai fait une vidéo et si vous voulez récupérer la vidéo qui explique ce que j'allais mettre dans ce chapitre, tu vois, il y a toujours des façons d'amener le lecteur à sortir. Parce que paradoxalement, en tant qu'auteur, je veux que mon lecteur aille dans le livre papier, je veux qu'il aille dedans, ou dans le livre numérique, ou dans le livre audio. Mais après être sorti, je sais qu'il va acheter d'autres livres. Ouais. Il n'existe pas de lecteur, sauf dans le monde du livre audio. Par pitié, si vous êtes auteur, petite parenthèse, ça c'est le conseil donné par les quelques professionnels que j'ai pu interviewer par rapport au livre audio. Ils disent voilà, en tant qu'auteur, il faut vraiment peser le pour et le contre de faire soi-même son livre audio, surtout quand c'est de la fiction, parce qu'ils disent voilà, faut pas le faire pour l'amour propre, faut vraiment le faire dans le but de faire un super produit. Parce que le livre audio, quand quelqu'un ne finit pas un livre audio parce qu'il en a marre, il arrête carrément d'écouter des livres audio, si tu veux. Donc, il y a de l'enjeu. Il n'y a pas cet enjeu pour le livre papier. Les gens sont pas dégoûtés. Ils peuvent poser le livre, ils peuvent revenir en arrière pour essayer de comprendre. Le livre audio, tu peux difficilement faire ça. Donc, du coup, il faut se dire, OK, je veux faire un livre. Les gens vont vraiment écouter jusqu'au bout. Sinon, ils vont arrêter d'écouter les livres de qui que ce soit en audio. Parce qu'on est dans la phase d'adoption du produit pour l'instant. C'est une phase qui va passer, mais effectivement, on est dans la phase d'adoption du produit. Donc, finalement, toute production, elle est liée à la qualité elle a une image de lien avec la qualité du produit. Ouais, exactement, carrément. Donc, voilà, se dire, je sais que je veux que les gens rentrent dans mon livre. Mais quand ils ont fini, je veux aussi qu'ils ressortent du livre et qu'ils viennent dans mon univers, mes autres livres, mais aussi le blog pour certains auteurs, leur chaîne YouTube pour d'autres, le podcast pour ceux qui ne veulent pas se montrer. Et c'est une bonne façon de se créer un lectorat fidèle. On va même plus loin avec mes auteurs puisqu'on fait des spin-offs d'univers à univers. Excellent. Donc les co-écritures ensemble avec des liens et des passerelles qu'on met, ça permet de… Entre auteurs ? Entre auteurs, ouais. C'est génial. Ben oui, c'est la base de la base, quelque part. On sait qu'il y a un nombre de lecteurs qui est limité. Donc, quelque part, si les auteurs peuvent collaborer, créer des… Alors, on peut simplement… en édition traditionnelle, ils le font déjà, ils créent ce qu'on appelle des bundles, c'est-à-dire qu'ils associent 2 livres ensemble de 2 auteurs différents. Et simplement, quand on a déjà un univers qui est construit, avec un lectorat qui est construit, pouvoir envoyer son lectorat sur un autre auteur qui a déjà son univers également, finalement, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. On ne se vole pas les lecteurs, puisque de toute façon, un lecteur restera toujours un lecteur. Voilà, un lecteur est un lecteur.
Mais effectivement, il ira à ce moment-là explorer l'univers de l'autre auteur et ça permet justement d'avoir ce que j'appelle moi un vrai partage finalement, une relation gagnant-gagnant entre auteurs et c'est très intéressant parce que c'est un milieu dans lequel les gens sont souvent seuls dans leur monde et leur apprendre justement ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Ok. Et c'est vrai que aussi faire des clins d'œil, ça fidélise un peu le lecteur et que ce soit un clin d'œil par rapport à un autre auteur et du coup quand on fait un clin d'œil par rapport à un autre auteur, ça titille cet autre auteur si tu veux, et ça augmente les chances qu'il renvoie à pareil dans son prochain livre, son prochain roman. Mais se faire des clins d'œil à soi-même, c'est quand même aussi important. Par exemple, dans mon roman, mon roman ne peut pas faire la pub de mes livres, si tu veux. Mais mon personnage de roman peut très bien dans une librairie rigoler en voyant cette couverture, en tombant sur un livre avec une couverture d'un mec sur une plage, sans dire le titre, et en disant, bon voilà, qu'est-ce que c'est que ce livre d'entrepreneuriat avec un mec en jean sur une plage, quelle idée bizarre, tu vois, ou rigoler là-dessus. Parce que pour le lecteur qui a fait le lien, ça titille l'imagination et les gens aiment beaucoup les clins d'œil. Donc, quand on a monté les coulisses, avoir un clin d'œil dans le livre, c'est aussi quelque chose qui est très, très attractif. Alors, je vais traduire pour les gens qui écoutent la vidéo parce que c'est un terme très précis que j'ai mis sur ce que toi tu appelles les clins d'œil, c'est les préparations paiement. Où en fait, on permet effectivement de faire un appel du pied sur une information qui sera délivrée soit plus tard dans le même roman, soit effectivement en dehors de l'univers. Et effectivement, on appelle ça aussi des gimmicks. Quand ce sont par contre des préparations de paiement très standardisées sur des choses qui sont des symboliques fortes qu'on réutilise un petit peu partout. Donc voilà. Mais effectivement, ça, ce sont des stratégies et des techniques narratives que je fais beaucoup utiliser à mes auteurs, d'utiliser les préparations de paiement un petit peu partout dans un roman. Déjà, c'est parce que ça permet de jouer beaucoup avec son lecteur et de jouer beaucoup avec son cerveau. Et utiliser des préparations de paiement, des gimmicks et des renvois effectivement de son univers dans un livre et dans un autre livre et dans une nouvelle, etc. Ça, c'est quelque chose qui, petit à petit, prend une importance énorme et est extrêmement valorisé par le lecteur. Donc, bon, mais je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce que tu as des choses encore à ajouter par rapport à tout ça? Déjà, tu as donné énormément de contenu et d'informations par rapport à tout ça. Merci beaucoup. Bien, je dirais maintenant, si j'ai 2 points clés de messages que je voudrais faire passer, qui sont parallèles avec ce de mon livre, qui seraient adaptés pour un auteur par rapport à ce de mon livre. Le message clé de mon livre, le premier message clé, c'est que devenir son propre patron est la seule façon de devenir libre et vivre la vie de ses rêves. Et je pense que ça vaut aussi pour un auteur, qu'il choisisse de devenir auteur professionnel ou de le faire à titre d'activité annexe. Par exemple, je pourrais vivre de mes livres si je faisais que ça, mais en fait, je vis de mon entreprise qui me permet d'investir dans mes livres et par exemple, je fais le livre audio. Ce qu'on me paye pour enregistrer le livre audio, je dépense plus que ça en déplacement pour aller à Paris, plus l'hébergement, etc., que ce qu'on me paye, si tu veux. C'est le plaisir de le faire, moi, l'expérience que j'adore faire. Mais si tu veux, qu'on choisisse de devenir l'auteur qui veut vivre de son texte ou l'auteur qui veut le faire comme passion à côté de ce dont on vit, dans les deux cas, prendre en main sa carrière d'auteur, prendre en main la communication avec son lectorat, c'est la seule façon d'accéder à cette liberté créative, à cette liberté de communiquer avec sa communauté de lecteurs et d'avoir cette vie de rêve d'auteur, voilà, qui peut produire et trouver du sens dans ce qu'on fait. Et la deuxième partie du message, c'est il faut pas laisser les choses au hasard. Le meilleur livre ne trouve pas tout seul son auditoire, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser. Et paradoxalement, dans le même sens non plus, on peut pas non plus. Un de mes amis auteurs appelle ça la différence entre les briques et les plumes. Et il dit voilà. Si tu fais un énorme effort marketing et que ton livre est une brique, tu peux le balancer et il va monter dans le classement. Mais comme c'est une brique, il va redescendre. Et par contre, si tu arrives à créer quelque chose comme une plume, c'est-à-dire de gracieux, de léger, d'agréable, eh bien, il faut quand même que tu donnes l'effort parce qu'une plume, tu la poses dans ton salon par terre et reste par terre. Mais il suffit d'une brise. Et donc, ton travail d'auteur, c'est premièrement de faire une plume et pas une brique. Ouais. Donc,
question d'écrire quelque chose de digeste. Absolument. Et on en a parlé tout à l'heure. Et le deuxième partie du travail, c'est de souffler dessus. C'est d'insuffler cette impulsion de lancement. Donc, moi, dans mon livre, je donne le conseil pour lancer une entreprise, mais tous ces conseils sont aussi valides pour lancer un livre. L'auteur doit le faire parce que l'éditeur, maximum qu'il va proposer, c'est de dire, on va vous mettre sur notre Twitter et on va faire une petite photo sur Instagram. Il y aura 3 likes. Les 3 likes, ça sera votre maman, la responsable médias sociaux de l'éditeur et vous-même. C'est pas suffisant, donc il faut mettre un peu d'huile de coude pour donner cette impulsion et permettre à la plume de décoller. Les meilleurs éditeurs vont aller chercher des ventes avec des gros moyens si vous êtes un auteur connu et si vous avez déjà un roman qui a déjà donné et puis si vous pouvez leur apporter beaucoup d'argent. La majorité des éditeurs ne feront rien. Exactement, c'est les plus matures. À ceux qui ont beaucoup, on donne davantage. Une fois que vous pouvez prouver, à chaque fois que je sors un livre, il en vend 50 000, il en vend 100 000. Évidemment, pour un éditeur, ça vaut le coup d'investir dessus. Mais quand c'est le premier livre, l'éditeur, il va grincer des dents à chaque fois que vous suggérez. Si vous dites, bon, pour la couverture, moi, j'ai dit, voilà, je veux un pelliculage sélectif. Alors voilà, faut que ça ressemble plus à un roman qu'à un livre manuel. J'ai dit, je veux une couverture visuelle plus type roman que type manuel, et je veux un pelliculage sélectif. Il faut que ça soit tout mat ou tout brillant comme les autres livres du même éditeur d'ailleurs. Bon, il y a eu une demi-réticence, mais comme mes précédents livres se sont très bien vendus, ok, Sébastien, on peut bien te passer cette petite faveur. Mais sur le tout premier livre, c'est plus difficile, on va dire, c'est normal. L'éditeur, il se dit, bon, je vais pas investir des milliers et des cents avant que cet auteur ait fait ses preuves. D'où l'importance de faire ses preuves en venant créer la relation lecteur, l'anticipation avant la sortie du livre, et en restant impliqué. Pour moi, je me suis fixé 1 an. Quand je sors un livre, pendant 1 an, même si j'écris autre chose à côté, je n'en parle pas, je parle de celui que je viens de sortir. Parce qu'il n'y a rien de plus décourageant et moins motivant pour un lecteur qu'un auteur qui vous parle toujours de son prochain livre, parce que ça donne la sensation qu'il n'est pas très fier de celui qui vient de sortir. Ouais. Donc voilà, pendant 1 an, je parle du livre que j'ai sorti, de son message, et je l'aide à prendre son envol. Et après, je sais que il va voler de lui-même, par la recommandation, le bouche à oreille, etc. Et d'un autre côté, mes livres suivants, chaque fois que je sors un nouveau livre, mes précédents livres ont un boost aussi. Ils remontent. Amazon a une fonction qui permet de voir le classement de vos livres et ça se voit en fait. Le livre précédent commençait à descendre dans le classement et le nouveau sort et hop, ça remonte. Ouais, ça c'est un truc très particulier. Effectivement, je crois que c'est vraiment le livre, c'est vraiment le seul produit qui, est pérenne, ça n'existe pas dans les autres industries, et qui, 2, effectivement, bénéficie de la sortie de tous les nouveaux autres produits. Enfin, c'est un truc qui est assez très très atypique et qui justement est un avantage pour les auteurs. Donc, j'ai dit à ma communauté de m'envoyer des photos d'eux avec mes livres, puisque je fais un mur des lecteurs en fait dans mon bureau. Je suis en train d'installer un nouveau bureau. Et je vais faire imprimer en fait un immense mur avec les photos de mes lecteurs. Et j'ai plusieurs personnes qui m'envoient en disant voilà, avec la trilogie, ils ont appelé mes 3 précédents livres la trilogie, donc la photo avec les 3 livres. Parce que moi, j'ai jamais conçu ça comme une trilogie. Je me suis dit voilà, ça crée le côté. C'est ça, fidélisation. Série. Voilà, c'est très bien. Et en fait, c'est vrai que l'idée vraiment qui doit ressortir de là, c'est que les auteurs de nos jours ne doivent pas aller chercher les ventes. Ils doivent aller chercher les fans, en fait. Oui. C'est vraiment ce que tu as parfaitement fait. Merci beaucoup pour tout ça, Sébastien. Merci pour ce très beau moment passé. Et merci pour toutes ces pépites et ces perles que tu as délivrées avec énormément de générosité à toute la communauté. Donc, merci infiniment pour ça. Encore merci, Emmanuel. Et bonne rédaction à tes auteurs. Bon lancement de livre aussi. Oh oui, ils travaillent très bien, tu vas voir. Il y a des pépites qui vont sortir. Ça, je n'en doute pas.